Bonsoir, bonsoir à tous. On est super content de vous retrouver ce soir pour le premier live. Alors, le deuxième pour les ambassadeurs, il y avait eu un petit webinaire là il y a quelques jours, mais pour ce premier live sur Facebook, qui sera bien évidemment enregistré et disponible en replay pour ceux qui ne pourront pas être là. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Il va falloir juste que quelqu'un se décide, se dévoue pour nous envoyer un premier message. Juste voilà, dites-nous que c'est OK pour qu'on puisse commencer vraiment dans de bonnes conditions. Alors ça peut, hein, ça peut sembler un peu long au démarrage, mais ça va se faire. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes de connectées. Et pas que nous, hein, que nous huit. C'est OK? Bon, ben, c'est OK, c'est fantastique. Il y a des personnes de Eh bien, on est parti. Donc, comme vous avez pu le voir sur le mail d'invitation et sur le petit message d'SOS, le thème du live de ce soir, c'est de vous proposer des témoignages vibrants autour des dégâts que peut engendrer une consommation trop importante de sucre. Donc, vous allez voir, on va être plusieurs à témoigner. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer, pouvoir vous parler. Je commence tout de suite par laisser la parole à Juliette, mon binôme pour la gestion du groupe Facebook, et elle va vous présenter notre première invité. Alors, je vais vous présenter Kevin parce que c'est nous, l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté, qui l'avons rencontré dans le cadre d'une de nos actions de dépistage. Donc, on lui a fait un fibroscan et on s'est aperçu que son fibroscan était un peu élevé. Donc, il a décidé de réagir et maintenant, je le laisse raconter lui-même son histoire. Merci, bonsoir à tous. En effet, du coup, très inattendu. Bon, inattendu, oui et non. Disons qu'il y a un passif derrière avant. Il y a eu une dépression pendant 4 ans. Il y a eu un laisser-aller. Il y a eu une mauvaise gestion de la nourriture, une prise de sucre, énormément, de soda tous les jours. Un peu toute la panoplie voilà, qu'il fallait. Mais sans jamais me douter que ça pouvait mener à une fibrose ou une sciatose. Heureusement, SOS Hépatite est passé justement faire un dépistage. Et suite à ça, du coup, je me suis énormément renseigné, j'ai posé beaucoup de questions à SOS Hépatite pour un peu savoir ce qu'il en était. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le sucre complètement. J'ai été un peu trop drastique même parce que j'ai arrêté beaucoup de choses euh, pour vraiment maigrir au maximum. Je me suis mis au sport, à la marche. J'ai ma compagne qui m'a énormément soutenu je dirais que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous soutient dans ces moments-là et qui nous comprend. Et du coup, j'ai perdu 30 kilos en 4 mois, ce qui est énorme et ce qui a forcément aussi engendré ben, déjà réapprendre à manger correctement, réapprendre à tout manger, ne pas forcément se priver des choses. C'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Autant de se priver, voilà, c'est déjà quelque chose. Autant après se dire oui, en fait, je peux le manger, c'est aussi une peur de regrossir, de reprendre. Est-ce que si j'arrête de faire du sport, est-ce que je vais de nouveau prendre des kilos? Il y a il y a vraiment tout un suivi derrière. Et c'est là où je trouve que justement SOS Hépatite et les pages Facebook permettent de beaucoup rassurer et de répondre à nos questions qui sont très nombreuses. Alors, ce que Kevin ne vous dit pas, c'est qu'on lui a refait un fibroscan donc quelques mois après sa perte de poids et la fibrose avait totalement disparu. Donc, il a encore un petit peu de stéatose, mais la fibrose Non. a bien disparu. Donc, c'est vraiment un outil motivationnel parce que ça l'a encore incité encore davantage à poursuivre ses efforts. Et voilà, bravo, Et, Kevin. et une nouvelle ne vient pas sans une deuxième. J'ai passé récemment justement une échographie abdominale. Et il n'y a plus de stéatose du tout. Ah, c'est bien. Donc Ah, je suis content pour toi. J'aurais bien aimé elle, aussi avoir la même chose. elle aussi a disparu. Et elle avait peut-être déjà disparu avant, mais vu qu'il y avait un kyste qui faisait de la lumière,
il est possible que la personne avant ait confondu avec Mhm. la céatose, mais quand on regarde bien, il n'y a plus de céatose. Donc voilà, C'est c'est super. une bonne nouvelle. Oh, Alors, en effet, les personnes ne savent peut-être pas ce qu'est une céatose et une fibrose. Alors ça, je laisserai Pascal va nous expliquer Pascal. ça. mm, notre président. Alors, la stéatose, c'est le simple fait d'avoir du stockage de sucre ou de graisse dans le foie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va prendre du poids, un endroit c'est le hangar de notre corps, on va stocker de la graisse dans le foie. Et oui, tout se met pas sur les fesses ou sur la paroi abdominale. Éventuellement, Mhm. il y a de la graisse Oui. qui va aller, des sucres qui vont aller dans le foie. Et ça, c'est important parce que cette graisse-là, ce sucre qui est dans le foie, il peut être toléré. Il y a des gens qui sont en situation d'obésité sévère et qui tolèrent parfaitement. Alors, quand ils sont obèses, ils vont avoir des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires, etc. Mais le foie va bien supporter. Dans 90% des cas, c'est le cas. Le foie supporte. Mais dans 10% des cas, le foie va se mettre à étouffer par la graisse. Et cette graisse-là va devenir toxique pour le foie et va détruire le foie. Et elle va se comporter comme de l'alcool. C'est pour ça qu'on avait appelé ça une maladie non alcoolique. Ça ressemblait à des lésions d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Et en fait, on va avoir des processus de destruction de fibrose. Et la fibrose est un tissu de cicatrice quand le foie a été détruit. Et l'accumulation de fibrose finit par aboutir à un diagnostic de cirrhose. Voilà. Donc la stéatose, 8 millions de Français en ont, on est d'accord. Donc les foies brillants en échographie, c'est quelque chose de très fréquent, mais 10% ont une stéatose qui va être toxique pour le foie. C'est ce qu'on appelle la NASH ou maintenant la MASH et qui va pouvoir aboutir à une cirrhose. Regarde, du Mais coup, tu... tout dépend de la quantité de sucre qu'on ingère ou pas. Si, comme moi, une personne que moi, j'étais à 1 kg, 1,5 kg de sucreries par semaine, euh, comment je vais dire, j'ai été atteint beaucoup plus vite que s'il y a une personne qui consomme du sucre modérément, mais à long terme aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une dynamique dans l'histoire naturelle de la maladie. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne connaît pas bien encore. On prend conscience de cette maladie-là en France et on est en train de voir, comme on a pu le faire dans l'hépatite C, qu'il peut y avoir des allers-retours. On peut régénérer son foie, le redégrader, etc. Donc on est en train d'essayer de comprendre les mécanismes qui vont faire dégrader le foie. Et de la graisse dans le foie à 20 ans, c'est pas la même chose que de la graisse dans le foie à 50 ou à 60 ans chez une femme jeune avec des hormones que chez une femme ménopausée, par exemple. Donc, il y Mhm. a plein de mécanismes comme ça qu'on est en train d'essayer de comprendre, et particulièrement, par exemple, sur les liens avec les traitements chimiothérapiques. On a l'impression que les choses s'aggravent quand on a une chimiothérapie ou des traitements anti-hormonaux. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je relaisse Juliette faire le lien. Bah, oui. Ce que je peux rajouter justement dans ce que tu as dit, Pascal, c'est qu'effectivement, je ne bois jamais d'alcool. Donc j'ai été très surpris par justement ce côté où on n'est pas loin de la cirrhose, parce que j'étais en F3 quand même. Sachant qu'il y a différents paliers, je pense que tu pourras y revenir par après. Donc en effet, j'étais pas loin d'une cirrhose, ce qui est quand même inquiétant, parce que comme 37 ans, euh, voilà, ça reste quand même très jeune pour avoir une cirrhose. Et on pense souvent que c'est relié à l'alcool. Voilà, c'est très souvent ce qui ressort, en tout cas quand on n'a pas d'informations là-dessus. On penserait jamais à une cirrhose là-dessus. Donc, et Typiquement, l'alcool en France fait que le mot cirrhose est associé à l'alcool. Or, on D'accord. sait qu'une fois ouais. sur deux, la cirrhose, elle est médicamenteuse, elle est due à de la graisse, à du surpoids, à une maladie auto-immune, à un virus. Mais si vous allez dans des pays africains où il n'y a pas de consommation d'alcool, quand on prononce cirrhose, les gens pensent hépatite B. Mm, Voilà. Mhm. mm. Voilà. Et il y a aussi eu l'altercation aussi avec le traitement antidépresseur, en l'occurrence le tertian, qui augmentait l'appétit. Donc c'est aussi quelque chose qui peut jouer. Mais ça, je pense que c'est tout un débat. Ce débat, il est passionnant. Je ne sais pas s'il faut qu'on l'ait là aujourd'hui ou s'il pourra Voilà. revenir sur le groupe Facebook. C'est effectivement un moment, et je pense qu'il faut qu'on ait le courage, quelque chose qu'on dénonce à SOS Hépatite, c'est qu'il y a des stéatoses qui sont induites par le corps médical. C'est-à-dire qu'à un moment, un médecin, il doit peser le pour et le contre, les bénéfices et le risque. Et j'ai quelqu'un qui déprime, où je vais prendre l'exemple du tabac. Je vais arrêter de fumer, je vais faire prendre 4-5 kilos à mon patient.
mais je lui fais plus de bien en arrêtant de fumer qu'en le faisant prendre quelques kilos. Eh ben, je déprime, je mets un traitement antidépresseur ou je mets du tertian, je risque effectivement à ce moment-là que mon patient va prendre du poids et ça risque d'être délétère à long terme. Donc, il faut toujours peser Le le profil. rapport bénéfice-risque. Mm. Donc, je pense que c'est aussi à nous, aux personnes, d'apprendre, grâce à justement SOS Hépatite et aux différentes campagnes, voilà, à savoir dire à un moment donné, bah, je prends du poids, ce serait bien de contrôler. Voilà. Parce que c'est vrai que je commence à m'inquiéter, ce que moi, je n'ai pas fait, par exemple. Parce que j'ai fait confiance aveuglement à l'avis du psychiatre qui me disait, c'est pas grave. À votre âge, c'est pas bien grave. D'accord. Donc, pour passer au deuxième témoignage, donc le deuxième témoignage, il s'agit de Christian, qui est accompagné de Stéphanie, qui est l'infirmière de TP, qui le prend en charge, qui le soigne, qui l'aide à maintenir le cap et tout. Et on a eu la chance de rencontrer Stéphanie et Christian, donc qui ont accepté de témoigner dans notre match letter qu'on rédige chaque mois pour nous raconter son histoire. Et vous allez voir que l'histoire de Christian n'est pas banale. Donc maintenant, je vous laisse la parole, Christian. Racontez votre histoire. Ouais, ben, bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai 73 ans. J'ai travaillé 40 ans en confiserie. Étant chef de ligne, je consommais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonbons. Euh, Pardon? C'était votre travail de les C'était mon goûter? travail, oui, de goûter. Tous les heures, je devais goûter la fabrication, le goût et tout ça. Et ça fait que quand je goûtais, je pouvais recracher les bonbons. Mais comme j'étais gourmand, je mangeais les bonbons, je les avalais, mais en plus, j'en consommais en plus. Et plus les boissons gazeuses. Mais pendant ce temps-là, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Je faisais 30 kilomètres de course par semaine et 7 heures et demie de muscu par semaine. Ça fait que, bon, j'ai jamais, jamais, j'aurais cru de ma vie, puis je connaissais pas la maladie stéatose. Ça fait que à 60 ans, mon médecin est parti en retraite. J'ai un nouveau médecin qui a pris la relève. Et puis, au bout de 4 5 mois, il me dit, mon ami, il dit, vous avez déjà fait un bilan sanguin? Je dis non. Mais il dit, on va en faire un. Donc, par rapport à ce bilan sanguin, on a vu tout ce qui était hépatique, transaminase et tout ça, c'était fort élevé. Il a dit, oh là là, il dit, si, il faut s'affoler. Et il m'a envoyé consulter le docteur Talbodec, qui me suit depuis maintenant 13 ans. Et quand j'ai compris, on m'a expliqué ce que c'était que la maladie de Nash, la stéatose, je me suis un petit peu affolé. Je dis, bon, oui, c'est grave, mais sans plus. Et avec Stéphanie, on parlait, elle m'a appris à remanger correctement, équilibrement et tout ça. Puis un jour, elle m'a fait voir les photos d'un foie normal jusqu'à un foie qui est vraiment atteint de fibrose, à la limite de la cirrhose, du foie. Là, ça m'a foutu une claque. Mais quand j'ai vu ces photos, j'ai pris ça vraiment, vraiment, vraiment en cœur. J'ai dit, oh là là, c'est vraiment grave. Je pensais pas. Je la remercie aujourd'hui de m'avoir fait voir cette photo. Ça m'a déclenché plus d'attention à ce que je mange, à ce que je fais. Et dans ma vie, ma femme me soutient tout le temps. Elle pèse, elle contrôle tout ce que je mange. Deux fois, ça me gave un petit peu, mais je me dis, bon, c'est pour mon bien. Deux fois, je me prends la tête, je dis, bon, arrête avec ta balance. Elle me dit, oui, 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 mais ton foie, dis pas ça, ton foie. Et donc, voilà, j'en suis aujourd'hui où j'étais à 104, 105 kilos quand je me suis fait soigner. Aujourd'hui, je reste toujours à 96, 97 kilos et je bouge pas de poids. Par contre, je jeûne 5 jours par semaine, c'est-à-dire à partir de 19 heures le soir jusqu'à midi le lendemain matin, je ne mange plus rien. Stéphanie m'avait dit si je pouvais faire ça 2 jours par semaine. J'ai essayé, j'ai dit tiens, pourquoi pas trois. Et puis la semaine d'après, j'ai dit trois, j'ai dit pourquoi pas quatre, cinq. Et maintenant, ça fait un mois et demi, 2 mois que je jeûne 5 jours par semaine et je me sens moins gonflé. J'ai pas perdu de poids, mais je suis moins gonflé, point de vue estomac. Vous allez mieux. Pardon? Vous allez mieux. Je vais mieux, ouais. Alors après, il y a quand même les boissons qui sont autorisées, hein, le café, l'eau, le Ah oui, thé, oui, ça, c'est que, le bah, matin pour s'hydrater, mais voilà, c'est qu'au matin, je bois du café, je bois bah, beaucoup de café, je bois beaucoup de café. Du café, puis je suis à 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour.
Mais du coup, Christian, votre suivi consiste en quoi aujourd'hui par rapport avec Stéphanie? Vous la rencontrez souvent? Il consiste en quoi Bah, le suivi? tous les mois, bah, j'y tiens parce que elle me motive un petit peu parce que deux fois, bon, comme je suis assez gourmand, j'adore faire la cuisine, j'adore faire la pâtisserie, je suis, on va dire, même assez gourmand. Et deux fois, bon, quand ma femme marque le matin ce que je mange, l'après-midi, le midi, le soir, Stéphanie regarde sur le cahier et quand elle voit qu'il y a un petit peu de truc, ma femme, elle dit, bah, là, c'est un anniversaire, donc un petit peu de pâtisserie, un peu avec du sucre dedans. Donc Stéphanie a dit oui, mais bon, elle dit, et le soir, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pour compenser ce que j'ai, si j'ai fait un excès le midi, le soir, je prends un bol de soupe avec une tranche de pain pour compenser l'excès que j'ai fait du midi. Et vous avez toujours une activité physique aujourd'hui? Ah oui, oui, là, tous les deux jours, je fais 12 kilomètres de marche tous les jours à 7h30 au matin. Et je pars avec mon épouse et puis une amie, puis ma fille, et on, ça va faire 12 kilomètres de marche. On a un circuit qu'on fait, enfin un circuit, on change, et on fait tous les deux jours. Enfin, moi, tous les deux jours, je fais 12 kilomètres de marche. C'est bien. Ah ben, il faut, ben, j'ai toujours pensé que en faisant ça, puis en faisant le jeûne, que mon foie va se dégraisser, mais bon, j'ai un foie qui est déjà bien atteint. Je pense que Il est euh, à quel niveau votre faux, Christian? ben, il est entre le 3 et le 4. Ouais, un peu plus vers le 4 quand même. Ouais. Donc, des fibroses, je dois en avoir beaucoup. Et donc, en faisant ce que je fais, ben, je stabilise, je n'augmente pas la maladie de mon foie, L'évolution. je stabilise. D'accord. Merci, Christian. Mathilde, je te repasse la main. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas déjà mon histoire, parce que dans le groupe, je crois qu'il y en a déjà qui l'ont entendu, j'avais aussi donc un foie gras, une stéatose hépatique non alcoolique qui m'a été diagnostiquée par hasard à 33 ans, au moment d'une échographie abdominale pour toute autre chose. J'ai découvert que c'était surnommé la maladie du soda et en effet, j'avais un très gros attrait pour un certain soda foncé à bulles que je consommais tous les jours. Donc, j'ai stoppé cette consommation de soda et malgré cela, en fait, j'avais un foie qui était toujours gras à l'échographie. La maladie était toujours là. Donc certes, on surnomme ça la maladie du soda, mais pas que, j'ai envie d'ajouter, parce que ça ne fait pas tout. Il va falloir attendre quelques années, 3 ans plus tard, à 36 ans, où je vais passer un fibroscan de contrôle. Donc le fibroscan, c'est un appareil qui permet d'évaluer en fait le stade de fibrose. Alors moi, je n'avais pas de fibrose, mais j'ai eu de la chance parce que cet appareil était assez récent et permettait en tout cas de calculer le taux de graisse dans le foie. Et ce compte-rendu d'examen m'a montré que j'avais une maladie qui évoluait, c'est-à-dire que j'étais passée d'une stéatose modérée à une stéatose sévère, alors que quelques mois avant, j'avais passé un bilan sanguin où tout, mais absolument tout, était dans les normes. Et c'est cet élément-là qui va faire office d'électrochoc pour moi. Je vais vraiment en fait avoir peur parce que je me rends compte que si je continue comme ça, mais ça va être quoi l'étape d'après? Ça va être l'apparition de la fibrose et toute l'évolution qu'il peut y avoir ensuite. Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de me prendre en main. J'ai procédé à un rééquilibrage alimentaire. Je me suis mise au sport. J'avais pas l'impression de mal manger. J'avais pas l'impression de manger beaucoup de sucre. Moi, j'ai jamais été adepte des plats tout préparés. Je suis quelqu'un qui aime cuisiner. Mais malgré ça, il fallait bien reconnaître que j'avais une alimentation qui n'était pas du tout équilibrée. J'ai passé toute ma vie à dire que je n'aimais pas les légumes, donc j'avais une alimentation qui était trop riche en glucides de manière générale. Et puis, j'avais un petit attrait pour tout ce qui était sucré, pour les petits gâteaux, les petites choses. Autant j'en mangeais pas beaucoup d'un coup, mais le fait de grignoter un petit truc par-ci, un petit truc par-là, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire en fait dans le défi, c'est que une fois de temps en temps, consommer du sucre, c'est pas grave, ça fait partie même d'un équilibre alimentaire. Par contre, quand c'est trop souvent, que ça finit par s'additionner, ben voilà, moi dans mon cas, ça s'est traduit par un foie gras. Mais heureusement, avec un rééquilibrage alimentaire, avec une pratique sportive régulière, je me suis mise au sport à 36 ans, hein, comme quoi il n'y a pas d'âge, hein, c'est possible, même après 36 ans. J'ai réussi à perdre 13 kilos en 4 mois et j'ai eu la très très bonne surprise de voir que mon foie était redevenu flambant neuf, entièrement, entièrement normal. Le foie, c'est un organe formidable qui est capable de se régénérer si on a la chance d'être diagnostiqué assez tôt. Pascal disait tout à l'heure, c'est 10 millions de personnes hein, en France, un foie gras.
Donc c'est une chance d'être diagnostiqué tôt comme moi je l'ai été et d'avoir la chance d'essayer de mettre des actions en place pour guérir. Voilà pour moi. J'ai fait court. Par contre, on enchaînait sur quoi après du coup? Reviens Pascal Juliette, devait témoigner, non, je crois. viens m'aider. J'ai pas entendu Juliette, pardon. Je crois que Pascal devait témoigner aussi. D'accord. C'était prévu si on Ouais, avait. je peux vous apporter mon témoignage de médecin et de. Donc, moi, je suis Pascal Mella, je suis président d'SOS Hépatite. Comme tu disais, Mathilde, il y a une chance d'être diagnostiqué à temps, mais il faut que le corps médical réponde à ça. Et il faut aujourd'hui que quand on dit à une échographie que le foie il est hyper brillant, personne n'en est. Enfin, faut pas que les gens n'aient rien à faire, quoi. Il faut le signaler, il faut faire prendre conscience aux gens. Et ce rapport à la stéatose, il est hyper important. Et nous, là, on est dans le mois de juin sans sucre, donc il y a un lien avec le sucre, on est d'accord. Le sucre est un ennemi du foie. Moi, je vais juste témoigner sur ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai toujours pris mon café avec 2 sucres. Depuis toujours, j'ai toujours mis 2 sucres dans mon café. Sauf que je suis médecin, je bosse à l'hôpital, je fais des heures, je dis que je suis fatigué. Le matin, il me faut un café. À 10 heures du matin, je commence à piquer du nez, j'en bois un café. À midi, j'ai pas le temps de manger, je reprends un café. Voilà. Et quand je comptais, j'avais 8 à 10 cafés par jour. Donc ça faisait Un sucre. 16 à 20 morceaux de sucre. D'accord? Et l'année dernière, grâce à l'engagement, je me dis, allez, le défi, je le fais, qu'est-ce que je mets dans la balance? Je me dis, ben voilà, j'ai essayé les sodas. Je vous avoue, j'ai rechuté. J'ai repris les sodas après le mois. C'était trop compliqué pour moi. Comme tu disais, Christian, j'avais le bec sucré et ça, j'arrive pas. Par contre, je suis fier aujourd'hui de vous dire que ça fait un an que je ne mange plus de yaourt à la cerise le matin. Parce qu'on a découvert effectivement que c'était bourré de sucre. Et ça fait un an que j'ai pas mis un sucre dans mon café. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'étais persuadé en tant que médecin que comme j'étais fatigué, il me fallait du café toute la journée pour tenir. Et c'était ce qu'on m'avait mis dans ma tête de professionnel. En fait, quand j'ai arrêté de mettre du sucre, j'ai plus eu les coups de pompe et j'ai plus eu besoin de café. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai compris avec le groupe et avec toute la démarche qu'on essaie de faire d'expliquer, c'est qu'il y avait des petites hypoglycémies. C'est-à-dire que quand je prends du sucre comme ça tout seul dans mon organisme, quelques heures après, mon taux de sucre il baisse. Et mon coup de pompe, ma fringale de 10 heures du matin, elle est due au sucre. Et moi, j'avais l'impression qu'en buvant du café, j'allais mieux. Or que je me mentais à moi-même, ce qui me faisait du bien, ce n'était pas le café, c'était le sucre que j'ingurgitais à ce moment-là. Et du jour où j'ai arrêté de mettre mes 2 morceaux de sucre dans mon café, je suis passé de 10 cafés par jour à 2. Et aujourd'hui, je peux même oublier le café. Et si je suis en retard le matin, je ne bois pas mon café, j'arrive à faire ma journée sans savoir ces épisodes de fringale. Et ça, je trouve que ce témoignage-là que je partage avec vous ce soir, j'ai été mais hyper rassuré de voir avec grâce à Thomas et aux enquêtes qu'on a fait que plein de gens décrivaient ces fringales de fin de matinée en disant ben voilà j'ai des sucres rapides le matin, je prends pas de sucre lent et du coup j'ai des coups de pompe et mes coups de pompe c'est je remange du sucre et on a une confusion je pense dans nos vies sur ce que fait le sucre et sur les effets que ça peut avoir sur nous en direct. Et l'idée du mois de juin sans sucre ajouté, c'est bien de ne pas interdire du tout, mais c'est de permettre aux gens de conscientiser, de dire je suis conscient et si je prends du sucre, je l'assume et je sais ce que ça fait. Et comme tu le disais, Christian, là j'en ai pris, bah, du coup je vais faire un peu plus gaffe ce soir ou je vais faire un peu plus d'activité physique pour compenser, pour qu'on soit vraiment dans une économie et qu'on fasse attention, qu'on n'empile pas les consommations de sucre. On n'a pas fini de gérer le sucre qu'on a mangé hier et qu'on en rajoute déjà aujourd'hui. Voilà, ça c'était mon témoignage. Et puis on est donc là, après une demi-heure, on est pile dans le timing pour répondre aux questions que les uns et les autres peuvent se poser. Mais je voudrais ajouter une petite chose. Les gens comme moi il y a eu une stéatose par rapport au sucre, c'est qu'on est un petit peu dopé par le sucre. On va dire, c'est ceux qui fument, bon, ils peuvent pas s'en passer. Ceux qui boivent d'alcool, ils peuvent pas s'en passer. Et nous, le sucre, c'est un petit peu aussi comme une drogue. On est dopé par le sucre. Et moi, il y a un moment donné, quand j'ai supprimé le sucre, bah, il a fallu que je réagisse assez vite. Mais je me sentais pas bien, j'étais sur les nerfs, j'étais à cran, j'étais excessif. Et ce que j'ai fait, bah, je mangeais de temps en temps un morceau, 2 morceaux de chocolat pour descendre l'envie de sucre que j'avais. Et ça, tout doucement, maintenant,
je peux faire sans sucre, là, ça fait, allez, maintenant 5 6 ans, si je mets plus de sucre dans mon café, plus rien du tout. C'est un vrai débat et qu'on a en interne avec Thomas et on aimerait bien arriver à le montrer. Il y a un débat du côté des médecins sur le sucre est-il une drogue? Est-ce qu'il y a une addiction au sucre? Alors, il y a probablement, nous, on avait l'impression l'année dernière à travers vos réponses dans les questionnaires, et c'est pour ça qu'on compte énormément sur votre participation au questionnaire, entre 10 et 15% des gens qui sont dans une addiction au sucre et qui disent j'arrive pas à m'en passer, c'est compliqué, quoi, et qui ont vraiment besoin d'une aide comme un alcoolique, comme un tabagique, Ah et c'est ben, vraiment quelque chose de très, très fort. Je prends la main, je vais partager avec vous quelques commentaires là qu'on a reçus sur le live. Tout d'abord, il y a Valérie qui partage avec nous. Donc, petit déjeuner protéiné, m'ont arrêté les hypoglycémies, ça m'a vraiment changé la vie. Donc oui, en effet, si on peut ajouter des protéines à son petit déj le matin, ça change tout à fait le profil de la journée. Lucie partage avec nous, pareil ici, je profite de ce défi en ayant retiré le sucre dans le café. Pas de manque et c'est assez simple au final. Ça, c'est chouette, en fait. Finalement, on a l'impression que c'est hyper, hyper compliqué. Finalement, une fois qu'on l'a fait, ah, Pascal, on reviendra jamais, tu reviendras jamais au café sucré maintenant que tu as franchi le pas. C'est pas possible. Ensuite, Alors, on a je suis Mafalda. Une question pour Kevin. Comment il se sent au jour d'aujourd'hui, après avoir perdu tant de kilos en peu de temps? Est-ce que le corps a aimé, entre guillemets, cette perte de poids drastique? Est-ce qu'il était suivi? Ouais, justement, c'est une question intéressante. On en discutait avec Pascal juste avant. Alors, le corps n'a pas forcément aimé parce que je m'y suis mal pris. Euh, alors, j'ai été suivi. Après, j'ai vu des spécialistes au CHU aussi de Dijon. D'ailleurs, je ne conseillerais jamais assez de vous renseigner s'il y a des centres d'obésité au sein de votre région. En tout cas, celui du CHU de Dijon sont merveilleux. Mais il y a un délai avant d'avoir un rendez-vous et moi, j'avais déjà perdu des kilos entre-temps. Donc voilà, donc ils m'ont expliqué que, en effet, si eux m'auraient conseillé, ils auraient fait en sorte que je perde du poids plus lentement afin que mon corps puisse s'adapter et que j'ai un suivi plus adapté. Là, ce qu'il y a, c'est que j'ai des douleurs musculaires parce que j'ai fondu énormément et mon dos n'a pas forcément apprécié. Voilà. Donc c'est vrai que, comme Pascal disait, ce qui aurait été bien, c'était d'avoir un suivi kiné en même temps que la perte de poids pour renforcer justement tout le côté musculaire. Donc ce que je suis en train de mettre en place maintenant. Mais moi, je pensais que juste en marchant, c'était faire du sport et que ça suffisait. Voilà, je n'avais pas forcément en tête qu'il pouvait y avoir des répercussions autres vis-à-vis de ça. Mais sinon, je me sens quand même beaucoup mieux dans mon corps. Euh, le sport aide énormément aussi. Et puis même voilà, le fait de se voir, le fait d'avoir réussi le parcours. Et comme j'ai entendu, Stéphane aussi a une personne qui le soutient. À titre personnel aussi, j'ai eu ma compagne qui m'a soutenu. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important quand on arrive dans ce combat, que ce soit contre le sucre, que ce soit contre l'obésité ou autre, de pouvoir avoir vraiment une personne qui nous comprend, qui nous soutient. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un plus non négligeable. Merci, Kevin, Kevin. complètement d'accord avec toi. Et j'ajoute, je me permets juste de prendre la parole et de dire, c'est ce qu'on appelle le lien social. Et toutes les études montrent qu'on a besoin d'un lien social de la famille, hein, mais ça peut être aussi le voisin, etc. Et ça peut être aussi, aujourd'hui, on le reconnaît, un groupe comme celui qu'on est en train de faire, où on peut se donner des conseils les uns les autres. Et l'important, c'est d'avoir quelqu'un que tu vas à qui tu vas pouvoir dire les choses sans avoir peur d'être stigmatisé, d'être montré, etc. Donc, si c'est la famille, c'est tant mieux. C'est plus compliqué quand on est tout seul. Et c'est là où SOS Hépatite dit, ben, nous, on a envie de proposer aussi un tissu de renforcement, de lien social pour aider les gens en leur disant, vous n'êtes pas tout seul à faire le job, quoi. Et puis, ce que Kevin ne vous dit pas, c'est qu'il a rejoint l'association. Oui, Donc, il va faire partie des bénévoles. Il va d'ailleurs faire sa première formation ce week-end. Donc, maintenant, il va faire partie des gens qui vont aider les autres. tout à fait, ça m'a donné envie d'aider à mon tour.
que ce soit autant le soutien de ma compagne qui, qui m'a aidé du mieux qu'elle peut, comme le soutien des SOS Hépatite qui est, je trouve, très important parce qu'on a des conseils plus précis sur des questions plus précises, parce que à titre personnel, et je pense qu'une personne en a parlé aussi dans les commentaires, il y a un peu une méconnaissance auprès des médecins généralistes, ou en tout cas une banalité de la céatose en disant c'est qu'une céatose, c'est pas grave. Euh, Puis bon, voilà, pas forcément creuser plus loin. Et ça a été le cas aussi de mon médecin, hein, voilà, qui n'a pas cherché à vérifier s'il y avait une fibrose, à quel stade était la céatose, etc. Et c'est vrai que sans SOS hépatite, j'aurais pu avoir la cirrhose, quoi. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a une méconnaissance, en tout cas du côté des médecins généralistes, à ce niveau-là. Voilà. Après, je ne sais pas ce que Pascal en pense en tant que médecin. Mais c'était la question suivante. Je vais peut-être juste la lire avant que Voilà. Pascal tu répondes. Donc, mon médecin généraliste ne semble pas prendre au sérieux ma stéatose, alors que je consomme peu de sucre. Du coup, je ne sais pas où j'en suis. Que puis-je faire pour avoir un fibroscan, par exemple, et savoir où j'en suis? Merci pour votre initiative. Ça, c'est une question un peu piégeante parce que euh, j'ai envie de dire, si on se retrouve avec un médecin avec qui on ne peut pas causer, c'est que ça ne va pas, quoi. Il faut que un médecin qui. J'ai l'habitude de dire à des patients, et je vais vous ressortir la même boutade, un médecin, c'est comme une paire de pantoufles. Il faut être bien dedans. Le but, c'est pas de sortir avec. Voilà. Mais il faut être à l'aise dedans, quoi. On doit se sentir bien dedans. Et si à un moment, j'arrive pas à dire, écoutez, je suis inquiet pour mon foie et je voudrais bien une prise de sang, je voudrais bien. Il y a plusieurs moyens de savoir dans quel état est votre foie. Il y a les dosages en prise de sang, il y a le FIB4, il y a l'échographie, il y a un fibroscan. Le fibroscan, c'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge, on est d'accord. C'est un outil qu'on a dans les centres spécialisés quand les gens ont un foie malade, mais c'est pas à faire à tout le monde. Ça peut être un outil de dépistage qu'on va utiliser. Mais redemandez-nous en message privé en fonction d'où vous habitez. Et aujourd'hui, il y a un maillage territorial, il y a des fibroscans un peu partout. Et puis, il y a des services de radiologie qui sont équipés maintenant de fibroscans et qui peuvent être faits. Donc, à un moment, moi, je pense qu'il faut pouvoir discuter avec son médecin et dire, je suis inquiet et je voudrais savoir où j'en suis et qu'est-ce que vous me proposez pour savoir dans quel état est mon foie. Et j'ai entendu dire qu'il fallait faire une échographie, qu'il fallait faire un fibroscan et que c'est important. Et Kevin, je reprends juste en tant que président de l'association, la vie, elle ne s'arrête pas quand on a une cirrhose. On bascule. On est dans une autre maladie. La surveillance va être différente. Moi, il y a des gens qu'on suit pendant 25 ans avec une cirrhose. C'est pas grave. Ça complique on ne pourra pas utiliser tous les médicaments. Ça va rendre les gens plus fragiles, immunodéprimés, etc. Mais c'est pas une. Faut pas voir la cirrhose comme je meurs demain quand j'ai une cirrhose. Or, on l'a peut-être trop véhiculé, cette image de dire la vie s'arrête quand on a une cirrhose. C'est pas du tout ça. Mais si on peut éviter d'y aller, on est d'accord qu'on simplifie la vie. Oui, parce que c'est vrai que quand je me suis renseigné, bah, les premières choses qui ressortent, c'est forte chance d'attraper un cancer. Oui. Voilà, c'est directement ce qui Moi, frappe, ce qui j'ai inquiète. j'ai eu la même chose en tête aussi. J'étais parti, bon, une fibrose, ça va tourner cancéreux, je vais finir avec un cancer du foie. Par contre, je voudrais mettre une petite aparté. Il y a une personne qui a demandé s'il faut être obèse pour avoir la maladie de Nash. Peut-on Je avoir vais, une stéatose sans être en surpoids? C'était la question oui, suivante, je vais vous justement. avoir une photo. Quand j'étais diagnostiqué avec mon problème de foie, j'avais 60 ans. Je ne sais pas si vous voyez sur cette photo. Un peu plus haut, si tu veux bien. Ouais. Je sais pas, vous voyez, non? Oui. Oui, 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 oui. J'ai 60 ans et j'ai été diagnostiqué à cet âge-là. Donc, obèse, j'y suis pas. Je faisais beaucoup de sport. Donc, toutes les personnes qui sont minces et puis qui consomment du sucre, je leur dis, maintenant, je contacte, enfin, je contacte à toutes les personnes que je connais, des amis, même des personnes étrangères, que je les vois manger beaucoup de sucre, je leur explique s'ils connaissent la maladie du soda. Je leur dis, c'est une maladie qu'on a trouvée en Amérique qu'ils appellent la maladie du soda. En France, on appelle ça la maladie NASH. Et là, je leur explique le processus, tous les problèmes, et je leur fais voir les photos du foie en bonne santé et arrivé au foie malade. Alors les gens me disent, ah ouais, c'est ça. Ah, je dis oui. Ben, il dit à la fin. Ben, je dis à la fin, c'est des fibroses, une cirrhose non alcoolique
et déclarer un cancer du foie, et voilà. Donc, c'est les informations que je donne à toutes les personnes que je vois qui consomment pas mal de sucre ou qui me demandent bah, c'est quoi ta maladie, je leur explique. Et ça me fait un grand plaisir, au moins de, de, certaines personnes qui sont innocentes comme moi, que jamais j'aurais cru que le sucre m'aurait abîmé et bousillé mon foie. Si je peux éviter ça à beaucoup de monde, ça c'est avec joie que je le fais. Merci Christian. Je continue avec la lecture de vos commentaires. Je connais des personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau pure et mettent toujours du sucre dedans. Quel conseil avez-vous? Moi, j'en ai bien un, mais si quelqu'un d'autre veut se lancer, je laisse la place. Moi, personnellement, j'avais aussi un a priori, c'était l'eau gazeuse. Euh, voilà, je pensais que l'eau gazeuse pouvait aussi faire prendre du poids et voilà, c'était pas forcément conseillé. Et j'ai commencé personnellement par l'eau gazeuse avant de passer à l'eau plate. Et je bois toujours de l'eau gazeuse de temps en temps. Donc voilà, pour ma part. Bah, moi, vous voulez rire? J'ai remplacé le soda par du thé. Tout simplement pourquoi? Parce que j'aime la menthe, donc j'adore le thé. Voilà. Voilà. Mais dans l'eau, c'est quand on ne sait pas se passer de sucre. Dans la bouteille d'eau, on peut mettre deux, trois feuilles de menthe ou un zeste ou deux zestes de citron. Et ça donne un goût à l'eau et ça compense l'envie de sucre. Alors, je Moi, je vais continue. dire que j'ai pas trouvé Ah, encore, et c'est pour ça que j'ai rechuté, que j'ai reconsommé des sodas, parce que j'aime bien le côté frais, les bulles et le sucre. Enfin, ce goût que j'ai dans la bouche quand je bois un soda, j'arrive pas à le retrouver, j'arrive pas à trouver autre chose. Et alors, l'eau toute seule, je me force, mais je retrouve pas cette relation de plaisir. Le plaisir. J'essaie avec de la menthe, j'essaie de mettre des morceaux de citron, etc. J'essaye, hein. J'essaye avec un soda stream de prendre de l'eau avec de la menthe et de mettre des bulles dedans pour essayer. Voilà. Ouais, ça marche Donc, bien. je suis preneur de tous les conseils et c'est aussi l'enjeu du groupe aussi, c'est d'échanger. Le truc le moins pire que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est de l'anthésite. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est des gouttes, il y a à la menthe, au citron, à l'anis. Et c'est Ah une oui, je base, connais. Oui. c'est en vente dans les grandes surfaces. C'est des petits flacons, vous mettrez trois quatre gouttes dans de l'eau, il n'y a pas de sucre, et ça donne du goût à l'eau. Le problème, c'est que c'est à base de réglisse, et que Voilà. si on en prend trop, ça fait monter la tension. Alors, si vous avez déjà un problème de tension, attention. Mais Oui, voilà, ça fait partie des trucs et astuces qu'il faut qu'on échange entre nous oui, c'est pour pas vrai. trouver, parce que c'est jamais simple, quoi. Il Après, n'y a pas de solution miracle. il y a des choses comme Air Up, etc., qui sont sorties. C'est vrai qu'il y a une vaste gamme de produits qui sortent de plus en plus pour essayer de remplacer les sodas. Mais après, de là à savoir ce que ça vaut, c'est un autre débat. Mystère. il faut essayer. Déjà, vous avez donné pas mal d'idées. Moi, je crois que je tiens le sujet de ma prochaine publication sur le groupe grâce à vous. Merci. Moi, j'ai arrêté le sucre depuis plus d'un an, mais je n'arrive pas à boire sans. Ah ben voilà. Donc, je le prends avec du sucre stevia, un sucre enlevé des plantes. Ok. Qu'est-ce Donc, il y qu'on a peut beaucoup de dire, remerciements à qu'est-ce, Kevin pour son témoignage. Pardon, ouais. vas-y. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sucre stevia, justement? Pourquoi? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas? Je pense que c'est ça le fond de la question. C'est chimique, hein. Bon, moi, je veux bien partager mon avis là-dessus, hein. Tout ce qui est faux sucre, alors moi, j'appelle ça des faux sucres, hein, même si je crois que la stevia, c'en est un qui est d'origine naturelle. Mais pour moi, ça reste qu'un leurre, ça trompe le problème. Alors, peut-être que certains en ont besoin pendant un temps, pourquoi pas? Enfin, après, chacun fait comme il peut. Mais il me semble que tromper son cerveau en donnant quelque chose qui a le goût de sucre, mais qui n'a pas les calories qui vont avec, est-ce qu'à long terme, c'est vraiment comme ça qu'on peut se sortir du goût sucré? J'en suis pas sûre. J'adorais beaucoup le goût sucré, et, enfin, je vous partage mon expérience par rapport à ça, mais c'est vraiment en l'arrêtant que j'ai découvert d'autres saveurs, d'autres goûts, et qu'aujourd'hui, je peux m'en passer beaucoup plus facilement. Donc moi, j'ai peur que le piège de ces produits-là, alors on parle pas des édulcorants de synthèse qui en plus engendrent d'autres problèmes, mais même si parce qu'il y avait un autre commentaire, on parlait du sirop de... Alors, Yacon, je sais pas si je prononce bien,
sais pas si vous connaissez dans le groupe, mais c'est un sirop qui est issu, je crois, de la poire de terre, si je ne me trompe pas, qui est quelque chose de très naturel, qui va avoir un goût sucré, tout en ayant un indice glycémique vraiment très très bas. Bon, c'est des alternatives, certes naturelles. Si le but, c'est vraiment de diminuer sa consommation, moi, j'avoue que j'ai mis quelques doutes sur l'utilisation de ce type de produit. Provisoirement peut-être, mais sûrement pas à long terme en tout cas. Alors, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Mm. Il n'y a qu'à regarder le nucléaire, par exemple, hein. Enfin, voilà. Donc, attention à cette confusion qu'on veut nous mettre parfois dans la tête au niveau marketing. La deuxième chose, c'est il ne faut pas confondre le sucre et le goût sucré. C'est comme si je vous disais, il ne faut pas confondre l'alcool et l'ivresse. Voilà. On est exactement dans la même problématique. Et du coup, la question de la sensation sucrée, tous les produits, le saccharose, le glucose, le fructose, vont pas vous donner à consommation égale la même sensation de sucre. Et la plus belle histoire qu'on puisse vous raconter, qu'on avait partagée l'année dernière, c'est la miraculine. La miraculine, c'est une substance qui va venir bloquer vos récepteurs dans la bouche de sucre. Et si vous mordez dans un citron, vous avez l'impression d'avoir plein de sucre. Alors que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on peut tromper son propre organisme sur la sensation sucrée. Donc oui, il y a des substances aujourd'hui qui peuvent nous donner le goût sucré sans que ce soit des sucres et qui ne vont pas apporter les problèmes métaboliques. Or, attention, vous avez vu les derniers rapports qui sont sortis qui disent qu'il y a certaines substances qui peuvent être cancérigènes. Donc attention à ça, c'est exactement la même chose que la bière sans alcool, que de vapoter. C'est moins pire que, mais c'est pas forcément sans effet négatif. Justement, Donc, c'est pour toi, Pascal, j'aimerais bien te poser une question qui revient souvent dans les gens à qui je parle, c'est les sodas zéro, les sodas sans sucre, voilà, on fait tout un marketing là-dessus. Du camp. On est envahi de Coca zéro, Coca sans calories, Coca sans sucre. alors, ils sont sucrés, mais ils sont sucrés avec de l'aspartame, avec d'autres molécules. Et donc, c'est ça dont il faut se modifier. Or, si le but, c'est de se déshabituer du goût sucré, est-ce qu'on veut se priver du sucre et toujours aimer le goût sucré, ou est-ce qu'on veut se déshabituer du goût sucré? Sinon, on va mettre. C'est comme si quelqu'un me disait, mais j'ai arrêté l'alcool, mais je prends que des bières sans alcool. Mais vous avez toujours la même fonction. Dès que je rentre, que je suis content, j'ouvre une bière, etc. Voilà. Donc attention à ce... Mais ça peut être une stratégie intermédiaire. Mais il faut Tiens. conscientiser les choses et être vigilant. Le temps passe vite, alors je continue la lecture des messages. Juste pour rester sur le sujet de la stevia, on a le commentaire d'Anne qui est diététicienne, qui nous suit, qui nous donne son avis. Donc attention à la stevia, à mon avis, car elle n'est jamais seule, mais toujours accompagnée d'un autre édulcorant, sucralose ou Voilà, du calcul. érythritol, par exemple. J'espère avoir bien prononcé. Les édulcorants laissent le cerveau dépendant. Ben, c'est exactement ce qu'on disait, hein, c'est toujours le même problème. Quels signes peuvent faire penser à un problème de foie? Je connais quelqu'un qui a des alades trop haut, fer en excès et médecin ne veut pas pousser les analyses. Pascal, je pense que c'est La pour vache, toi. et en plus, c'est enregistré. Euh, on a le droit encore en France d'aller prendre un rendez-vous directement avec un gastro et d'arriver en disant de moi-même, je suis venu vous voir parce que j'ai des transaminases élevées, j'ai un certain nombre de problèmes qui me laissent supposer que mon foie va pas bien et je demande une prise en charge en direct. Je crois que ça, c'est possible. Souvenez-vous quand même que le plus souvent, dans 80-90% des cas, le foie ne donne pas de signe. Le foie, c'est un organe dans lequel il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de douleur. Il y a des douleurs à la vésicule quand vous avez un caillou dans la vésicule, mais dans le foie, vous pouvez avoir une tumeur énorme, on ne va pas avoir de douleur. Donc ça, c'est quand même un piège. Le foie ne fait pas parler de lui, c'est un organe silencieux. C'est ce qu'on répète toujours à SOS Hépatite. Quand il fait parler de lui, il est souvent trop tard. Donc c'est un organe silencieux, c'est de façon indirecte qu'on arrive à le faire parler, avec des prises de sang, avec des échographies, etc. Mais il faut l'entendre. Et quand on a des signes, un peu de transaminase élevée, un peu de ferritine, j'ai vu dans les questions, la ferritine monte quand le foie ne va pas bien, il faut se poser la question et aller plus loin et en discuter avec son médecin ou un spécialiste pour savoir d'où ça vient. Merci Pascal. J'ai Alors, on répondu a avec un le autre pied de nez, mais Pardon, j'essaie juste d'un petit peu avancer sur la lecture des commentaires parce qu'il est déjà 20 et on doit s'arrêter à 30. Le temps passe vraiment très très vite. Donc on a un témoignage donc, par rapport aussi donc, à une
personne de 68 ans qui a une surcharge en ferritine, une IRM stéatose hépatique décelée, l'examen génétique est négatif. Alors peut-être que la personne parle de, je sais pas, moi je pense à l'hémochromatose, mais voilà. Il suit une alimentation saine, a perdu 14 kilos en 4 mois, mais la ferritine continue de monter. Doit-on faire d'autres examens? Moi, je crois que ça reprend ce que disait Pascal avant, hein, c'est qu'on a aussi si on n'arrive pas à discuter avec son médecin, on a aussi le droit de demander un deuxième avis. Qu'est-ce que tu en La penses? ferritine, n'oubliez jamais que c'est un processus normal quand un organisme est infecté, quand il est inflammé. Quand vous avez une maladie chronique, votre ferritine, elle monte. Les diabétiques ont une ferritine plus élevée que monsieur tout le monde. Les gens qui ont une maladie de Crohn, qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, les gens qui ont des Mm, tendinites à répétition, etc., ils ont tous des ferritines élevées. C'est un phénomène inflammatoire et la ferritine monte. Donc, il faut mm, parfois aller chercher la cause de cette augmentation de la ferritine ailleurs que dans une maladie hépatique. Genre, Pascal, si je peux me permettre de revenir sur le truc des médecins vite fait, euh, si c'est le cas pour quelqu'un que je connais qui vit sur Paris, euh, si les médecins sont limités, trouver un médecin, c'est compliqué. Euh, si le médecin en question ne veut pas collaborer vis-à-vis du problème, dans ce cas-là, quelles sont nos options? Moi, je crois qu'il faut quand même favoriser le dialogue avec son médecin. Je pense qu'il y a une manière d'amener les choses. Euh, faut quand même. Excuse-moi, Pascal, j'aurais répondu juste un petit peu avant parce que c'est vrai qu'on parle de deuxième avis, de tout ça. Mais je crois que c'est avec toi justement qu'on parlait que, enfin, pour que ce soit efficace, il faut que on travaille en binôme en fait avec son médecin. Donc en effet, il faut qu'il y ait une certaine confiance et une certaine discussion. Et je crois qu'il faut essayer plusieurs fois d'ouvrir la discussion. Il y a des documents officiels sur lesquels on peut se baser. Enfin, je pense aux plaquettes là qu'on partage avec SOS Hépatite qui sont validées par la FEV, qui montrent l'évolution du statose hépatique. Pourquoi pas prendre ces documents-là avec soi, les amener le jour d'un rendez-vous avec son médecin, expliquer que voilà, docteur, je suis tombée sur ce document-là, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vraiment envie d'en parler avec vous, j'ai des questions, est-ce qu'on peut échanger? Je pense qu'on peut aussi débloquer peut-être pas mal de situations en, en insistant un petit peu, mais tout en étant ouvert à la discussion, hein. N'oubliez jamais qu'un médecin, il n'aime pas être mal pris. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, qu'on connaissait très mal, qui est venue, les spécialistes, les hépatologues commencent à la comprendre. Les diabétologues, 80% des diabétiques ont de la stéatose dans le foie et les diabétologues ne surveillent pas forcément les bilans hépatiques. Donc, tout le monde est en retard. Voilà. Et à un moment, on va peut-être se retrouver avec les malades en avance sur le corps médical. Et si vous arrivez face à un médecin, il n'aime pas être mal pris. Si à un moment vous lui dites, je voudrais un rendez-vous la semaine prochaine parce que je pense avoir une stéatose et je voudrais qu'on en parle, il peut éventuellement se préparer. Et je pense qu'il faut pas se braquer, quoi. C'est juste, je sais que c'est compliqué, docteur, vous n'êtes pas forcément formé, etc., etc. Enfin, voilà, faut le poser. Mais comme toute maladie, allez discuter avec votre médecin généraliste en disant, je pense que mon gamin, il a une mucoviscidose. Euh, mais voilà, le médecin généraliste, il ne voit pas une mucoviscidose tous les jours, quoi. Les centres hyper spécialisés, ils peuvent vous répondre. Mais voilà, c'est compliqué d'être médecin généraliste aujourd'hui et d'être mal pris. Or, ils ne peuvent pas tout contrôler, être à jour de tout. Donc, faut vraiment qu'on soit dans une aide réciproque avec les médecins. Tout à fait. Je ne sais On pas a si Thomas plusieurs nous entend et serait d'accord avec ça en tant que représentant associatif. Mm, de France Asso Santé. Voilà, poursuit Alors, notre défi. on a non, Thomas, ok. Donc, on a plusieurs personnes qui nous partagent des petites astuces. On était sur les boissons tout à l'heure. Donc, je vois thé vert avec citron vert, pas du jaune, par contre, pour remplacer les boissons sucrées, pourquoi pas. On nous parle du kéfir. Mais oui, allons-y sur le kéfir. C'est très, très bon. J'ai jamais goûté, par contre. Donc, je saurais pas bien expliquer le système de ces petites billes là qu'on trouve dans certaines boissons. Mais c'est très naturel, il n'y a pas de sucre, ça donne un petit goût à l'eau. Donc, bien sûr, hein, pour remplacer les sodas, pourquoi pas. Ok, j'avais vu une autre. Il nous reste 5 petites minutes, donc j'essaye de faire au plus vite. Il y avait une astuce par rapport au fromage blanc ou yaourt, plutôt que de mettre du sucre dedans, mettre de la cannelle. Mais tout à fait. S'il y a des épices, des saveurs que vous aimez, c'est sur ça qu'il faut jouer pour enlever le sucre. Dernière question peut-être sur l'indice OMA. Suivez-vous les marqueurs de l'insulinorésistance, donc le test OMA. Pascal?
Tu Vous dirais un avez petit mot complètement sur raison. l'indice. Alors, le test OMA, c'est juste à jeun, vous faites un dosage d'insuline et on va regarder si vous êtes déjà en hypersécrétion d'insuline, donc en état de ce qu'on appelle, nous, de prédiabète. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur à qui on le fait, quoi. Si on est chez quelqu'un de diabétique, ça n'a plus aucun sens de faire ça. Et les valeurs, elles sont fonction du sexe, de l'âge. Il faut vraiment être très vigilant pour pas tirer des conclusions erronées. Après, ce qui est passionnant, c'est que chacun peut devenir son propre témoin. Je fais mon test d'OMA avant, quand j'étais en surpoids ou quand j'avais de la stéatose, et je le recontrôle un an après quand j'ai perdu des kilos. Là, ça a un intérêt et on peut montrer effectivement que notre pancréas, il va rouler plus facilement. Eh ben, oui, c'est une voiture à qui on a enlevé tout ce qu'il y avait dans le coffre, elle est moins lourde, elle va rouler plus facilement. J'aurai besoin de fabriquer moins d'insuline et donc j'aurai moins d'insulino-résistance et mon pancréas va pouvoir aller beaucoup plus loin. Avec un plein, je ferai plus de kilomètres. Donc oui, l'insulinorésistance, c'est quelque chose qu'on peut surveiller. Le problème du dosage de l'insuline, c'est que ça ne se fait pas à tous les coins de rue. Si l'infirmière, elle vient le faire à domicile et qu'elle ramène une heure après le prélèvement au labo, eh bien, il est plus fiable. Donc, c'est des prélèvements à faire au labo. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pascal. On arrive à la fin de notre live. Juste pour vous rappeler que toutes ces petites astuces pour essayer de limiter sa consommation de sucre, ça se passe sur le groupe privé Juin sans sucre ajouté qu'il y a sur Facebook. Je vais laisser la parole à Pascal pour conclure ce live. Il a deux informations très importantes à vous partager. Pascal, c'est à toi. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, là, je reprends ma casquette de président de l'association. Je vous remercie vraiment tous, 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 tous. On est à plus de 3000 personnes qui ont dit OK, on va regarder ce qui se passe. Et vraiment, on a plein d'articles de presse qui nous ont repris, etc. On a l'impression que l'alerte, elle fonctionne, quoi. Et qu'il se passe quelque chose. Il y a des médecins, il y a l'Association nationale des gastro-entérologues d'hôpitaux, la Fédération des pôles et des réseaux de France qui nous suivent, qui relaient ces actions-là. Donc, c'est en train de faire boule de neige et c'est parti des patients, quoi. C'est des patients qui font boule de neige pour que le droit à l'information est un droit inaliénable pour un malade. C'est quelque chose qu'on a appris de la grande époque du VIH, mais je pense qu'on doit garder ça aujourd'hui dans nos gènes. Donc moi, je suis très fier de ce qui se passe aujourd'hui. Deux infos importantes. Le prochain live qu'on va faire de la même façon se tiendra le mardi 18 juin, toujours à 20h30, toujours pour une durée de 1 heure. On vous dévoilera le contenu dans quelques temps. Pour l'instant, c'est top secret. Non, en fait, c'est pas top secret, c'est qu'on n'est pas encore sûr de ce qu'on va mettre du tout. Voilà, on va être honnête. C'est fait par des malades pour des malades. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la presse qui nous suit, il y a les journalistes de Capital qui veulent faire un papier sur le mois de juin sans sucre ajouté et qui cherchent des témoignages écrits. Donc ceux qui en ont le courage ce soir, parce que c'est à faire pour demain matin, sur le groupe Facebook, vous pouvez envoyer en quelques lignes vos témoignages pour que cette journaliste puisse reprendre les témoignages qu'elle jugera intéressants. Voilà, encore un grand merci à tous. N'hésitez pas à échanger sur notre groupe en privé, à partager vos expériences, à partager vos trucs et vos astuces. Encore un grand merci à Christian et à Kevin pour leur témoignage et leur parcours radicalement opposé. Et je pense que le mot parcours, on ne l'a pas assez prononcé, mais le parcours de soins, c'est comment je m'empare des choses. Et c'est ce que moi, je retiendrai ce soir, c'est que c'est vous qui vous êtes approprié votre maladie et qui êtes allé chercher les soignants qu'il vous fallait pour vous aider dans cette démarche. Et notre boulot à nous, c'est probablement de vous aider à construire vos parcours. Les parcours, ce n'est pas les soignants le patient ne doit pas être au centre d'un dispositif où on va être enfermé. On doit être libre quand on est malade et c'est à nous de définir notre parcours et de définir les professionnels dont on a besoin. C'est à ça dont veut aboutir le groupe et l'action de juin sans sucre ajouté. Merci beaucoup.